Voilà, j'ai lancé la VOD du Tech Talk et on va commencer sans plus attendre à parler des news de la semaine. Et on va également vous parler, je vais vous faire un petit résumé du programme de ce Tech Talk. On va commencer à parler d'AMD. On a plusieurs news concernant AMD, que ce soit sur les prochains processeurs, Ryzen, etc. Ensuite, on va parler d'Intel. On a également des news sur les prochains processeurs. Et ensuite, on va tomber dans la grosse news de la semaine qui est l'annonce par Nvidia de la nouvelle Titan V avec l'architecture Volta. Donc on a officiellement la première carte avec l'architecture Volta qui est sortie de la part de Nvidia. Bon, c'est une grosse carte, c'est une énorme carte qui à mon avis ne sert à pas grand chose pour le consommateur lambda, mais qui est une bonne démonstration de ce que peut faire Nvidia avec l'architecture Volta. Ensuite on va parler un petit peu de Bitcoin, et ensuite on va parler d'un jeu, Shadow of the Colossus, qui fait monter la hype le concernant, qui va sortir très prochainement sur PS3, PS4 et PS4 Pro, et on a des petites vidéos comparatives d'un point de vue graphique, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc, on va commencer tout de suite avec, hop là, les prochains processeurs AMD Ryzen. Ryzen 2, qui vont sortir en mars 2018. En tout cas, ils ont été annoncés en mars 2018, comme on peut le voir sur cette petite timeline qu'il y a juste derrière. Ryzen 2, premier semestre 2018, premier trimestre ou deuxième trimestre 2018, avec une gravure en 12 nanomètres, avec des puces qui vont monter plus haut en fréquence et avec le support de fréquences mémoire un petit peu plus haute. Parce que là, pour l'instant, les fréquences mémoire supportées par Ryzen sont généralement plus basses que celles supportées par Intel, mais ils prévoient d'améliorer cette compatibilité et de pouvoir offrir le support vers des fréquences mémoire qui soient bien plus hautes et également booster un petit peu les fréquences de leur processeur. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui monte à plus de 4 GHz du côté de chez AMD en Ryzen, alors que chez Intel, en Turbo Boost, etc., ça monte à 4.5, 4.4 ou 4.5, je pense. Donc AMD compte un petit peu corriger ça et augmenter un petit peu ses fréquences. Donc techniquement, les séries Ryzen 2000, donc ça va être du 2600, 2700, donc Ryzen 5 2500, Ryzen 5 2600, Ryzen 7 2700, Ryzen 7 2800X, donc vont sortir à partir de fin février début mars et vont être gravés normalement en 12 nanomètres. Voilà. Donc on n'a pas vraiment d'autres grosses informations, si ce n'est la roadmap habituelle qu'on avait, donc qui est grosso modo celle qu'on suit depuis pas mal de temps. L'année dernière, Zen est sorti en mars. Voilà, jusque là tout va bien avec le socket AM4. En 2018, on a une petite mise à jour avec la nouvelle, pas une nouvelle architecture, mais un refresh de ces processeurs-là. Donc c'est toujours sur l'architecture Summit Ridge, donc c'est toujours sur la même architecture que les premiers processeurs Ryzen, mais on améliore un petit peu les performances en augmentant la fréquence, en changeant 2-3 trucs, etc. Donc c'est comme fait Intel, ils font Skylake, Skylake X, Kaby Lake, machin, enfin bref. Souvent il reste 2 ans, 2 générations sur la même architecture en augmentant les perfs lors de la deuxième itération, et après ils changent d'architecture. Voilà, c'est à peu près pareil. Première architecture Zen, hop, l'année prochaine on a là une amélioration de cette architecture-là avec les processeurs Ryzen 2, et ensuite en 2019, là on aura un renouvellement de l'architecture Zen. Mais toujours sur le même socket AM4, puisque AMD a annoncé le support du socket AM4 jusqu'en 2020. C'est-à-dire que tous les processeurs AMD qui vont sortir seront compatibles avec le socket AM4. Donc ça c'est une excellente chose. C'est-à-dire que même si tu as acheté une carte mère maintenant potentiellement, ou l'année dernière, enfin cette année du coup, pour Ryzen, tu pourras utiliser un des processeurs futurs faits par AMD sur cette même carte mère là, parce que ça sera toujours le même socket. Certainement en faisant des mises à jour de BIOS, etc. pour s'assurer avec au niveau compatibilité, mais comme le socket ne va pas changer, bah ça assure la rétrocompatibilité entre toutes les générations qui vont sortir jusqu'en 2020, ce qui est une excellente chose. Et Intel devrait prendre exemple là-dessus. Voilà, voilà. Plutôt que de sortir à chaque fois des nouveaux sockets et des nouveaux chipsets qui ne sont pas forcément rétrocompatibles. Là, on change de chipset par exemple pour la prochaine génération, mais le socket va rester le même. Et les processeurs seront compatibles avec les cartes mères d'ancienne génération. Donc voilà.
Et donc du coup, où est-ce qu'il change, c'est que ça va être gravé en 12 nanomètres, puis potentiellement en 2019, la génération, donc l'architecture Matisse qui va être Zen 2, donc là vraiment le renouveau de l'architecture va lui être gravé en 7 nanomètres, mais ça arrivera seulement en 2019. Donc pour l'instant, la seule news là-dessus qu'on a, c'est mars 2018, mars 2018, refresh des processeurs Ryzen pour AMD, donc Ryzen 2. À côté de ça, on a AMD qui fait des trucs un petit peu obscurs avec certaines de ses cartes graphiques, notamment avec la RX 560 qui apparemment a reçu un lifting, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est pas un lifting de performance vers le haut, c'est un lifting de performance vers le bas. Et merci à LPKIA qui vient de me donner 2 euros et qui me dit continue comme ça, merci à toi. Donc AMD apparemment a sorti une variante de la RX 560 qui aurait un petit peu moins de performance. Le problème, c'est qu'elle porte exactement le même nom, sans aucune autre spécification, enfin sans aucune autre distinction avec la RX 560 qui était sortie auparavant. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris la même RX 560, ils ont enlevé un petit peu de cœur, de calcul et d'unité de traitement, et ils l'ont appelé également RX 560. Donc il y a très peu de distinctions qui sont faites entre les deux, sauf qu'il y en a une qui est moins puissante que l'autre. Bon, qui est aussi un petit peu moins chère. Le problème, c'est que comme c'est pas clair au niveau de la différence, bah il y a un mec qui peut penser acheter une 560 avec tant de performance parce qu'il y a tant de cœur sur sa carte, et en fait il achète la mauvaise parce qu'elle est moins chère, et c'est celle qui a le moins de cœur, et du coup il n'a pas les performances auxquelles il s'attendait. Donc voilà. En gros, maintenant, à la base, la RX 560 avait 16 unités de calcul et 1024 processeurs de flux. Maintenant, la version qu'ils ont ressortie en a 14 unités de calcul à la place de 16 et n'a plus que 896 cœurs. Et a une fréquence aussi un petit peu plus... Non, la fréquence, je pense que c'est la même. Mais du coup, il y a moins d'unités de texture, donc on passe de 64 à 56. Et voilà, c'est grosso modo ce qui change. Et également, je pense que ça consommera un petit peu moins de puissance et de watts. Le seul truc, c'est que maintenant, du coup, les deux cartes sont produites. C'est-à-dire qu'il y a les deux cartes qui peuvent être trouvées sur le marché. Et il faut juste vraiment aller voir les spécifications de la carte pour voir si c'est celle qui est plus basse en performance ou si c'est le modèle original. C'est un peu bitch de la part d'AMD de ne pas avoir, par exemple, trouvé une nouvelle nomination pour la RX 560 downclock ou j'en sais rien quoi, genre moins puissante, etc. Genre ils auraient juste pu rajouter un truc à côté, genre pour montrer que c'était pas tout à fait la même. Si vous avez des problèmes avec le live, rechargez la page. Bien évidemment, parce que de mon côté, tout va extrêmement bien. Voilà. Donc, on a cette carte à mes souhaits. On a cette RX 560 qui a été... voilà, par exemple, l'appeler RX 555. Voilà, ça aurait pu être une solution. Genre juste rebrander la carte, puis dire, voilà, on sort la RX 555, c'est la même architecture que la RX 560, mais avec un petit peu moins de puissance. Plutôt que de l'acheter, de l'appeler pareil, puis compter sur le fait que les gens ne remarquent pas qu'elles ont le même nom, et puis achètent des cartes en se trompant, quoi. Bref. À côté de ça, on a toujours AMD qui a récemment commencé un partenariat et plutôt une coopération et un travail coopératif, un projet coopératif avec Qualcomm. Donc Qualcomm, ce sont ceux qui font les puces Snapdragon pour téléphone, mais également ils font des puces connectées pour la 4G, etc. Mais c'est surtout eux qui produisent toutes les puces pour mobile, généralement. Tous les Snapdragon, c'est Qualcomm qui les fait. Et en gros, AMD a commencé à team up et à coopérer et travailler avec Qualcomm pour introduire des appareils qui auraient la LTE, donc la 4G, implantée dans Ryzen, dans les plateformes mobiles de Ryzen. Donc en gros, ils veulent essayer d'amener la 4G directement sur les processeurs mobiles de Ryzen, sur les APU. C'est ça qu'ils essayent de faire, et du coup, AMD s'est dit, on va team up avec les leaders en puces mobile et en téléphonie et en puces de téléphone qui sont Qualcomm. Voilà.
Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais potentiellement on pourrait voir des prochaines puces Ryzen Mobility qui auraient une fonctionnalité LTE, donc Gigabyte LTE, donc de la 4G avec. Ce qui peut être intéressant. Par exemple, si tu as ta tablette qui a un processeur Ryzen Mobility, un APU Ryzen, et qui a directement la 4G dans ce processeur-là, qui est implémenté avec ce processeur-là, t'as pas forcément besoin d'acheter un autre truc, quoi. Enfin, bref, vous comprenez le principe. Ou alors, par exemple, t'es pas obligé sur ton portable d'avoir ton pros et une puce 4G à côté. La puce 4G peut être directement implémentée dans ton pros. Comme ça fait un composant en moins à mettre dans le téléphone, par exemple. Ensuite, on va arrêter avec AMD, on va passer sur du Intel. Et de la même façon qu'on avait une petite roadmap pour AMD et les futurs processeurs, il y a une roadmap de la part d'Intel qui a leaké, qui a fuité récemment, et qui annonce pas mal de nouveaux processeurs et pas mal de nouvelles architectures pour l'année à venir en 2018. Donc la première information qu'on a, c'est qu'on a Cascade Lake X. Donc Cascade Lake X, c'est grosso modo Coffee Lake, mais pour plateforme professionnelle. C'est pour vous résumer ça en très très gros. De la même façon que par exemple on a des Intel Core i7 7980X, i9 7920X, etc. J'ai plus les références pour le socket X299 qui a fait suite au socket professionnel X99, donc le socket semi-pro pro. Eh bien on va avoir la même chose avec la génération de processeur Coffee Lake qui va être décliné en processeur pro et semi-pro sur socket X299 et qui portera l'appellation Cascade Lake X. Donc grosso modo, ça va être les processeurs i7 8750X, i9 8920X, je sais pas quoi, etc. qui auront certainement plus de cœurs, des processeurs qui vont certainement avoir 8 cœurs, 10 cœurs, peut-être même 12 cœurs. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais ils auront certainement plus de cœurs que la gamme standard Coffee Lake qui monte seulement à 6 cœurs. Vu que c'est des processeurs qui sont faits pour la gamme Pro, ça va certainement commencer à 8 cœurs, puis 10 cœurs. Et ça va sortir en 2018. Voilà, on ne sait pas exactement quand en 2018. On va regarder un petit peu ce petit roadmap pour les produits de bureau. Ça risque d'être, donc comme on le voit ici, Cascade Lake X, ça risque d'être en fin d'année 2018. Et en attendant, pour les processeurs X, on a Skylake X et Kaby Lake X qui vont aller jusqu'au troisième trimestre de 2018. Avec des processeurs, donc Kaby Lake X, c'est l'entrée de gamme du semi-pro, avec des processeurs qui ont 4 cœurs. Et Skylake X, c'est le haut de gamme du semi-pro, avec des processeurs qui ont 6 cœurs, 8 cœurs, 10 cœurs, 12 cœurs, 14 cœurs, 16 cœurs et jusqu'à 18 cœurs. Donc on a des processeurs Skylake X qui ont jusqu'à 18 cœurs qui vont sortir pour la gamme semi-pro et pro sur socket X299. Et après ça, on aura Cascade Lake X qui va prendre la suite. En attendant, plus récemment, enfin plus proche de nous, dans un futur plus proche, on va avoir des nouveaux processeurs Coffee Lake avec 2 cœurs qui vont sortir au début de l'année 2018. Donc c'est ce qu'on voit là, ici. Donc on a eu la sortie de Coffee Lake très récemment, donc c'était fin octobre, avec des processeurs qui avaient 4 cœurs et 6 cœurs. Mais là, début 2018, on va avoir des processeurs Coffee Lake S avec 2, 4 et 6 cœurs. Donc ils vont certainement sortir des Pentium Coffee Lake, voire peut-être même un nouvel i3 Coffee Lake. Je pense que ça va surtout être des Pentium Coffee Lake, avec juste 2 cœurs et l'hyperthreading, je pense. Et après, on a d'autres processeurs pour plus les gammes mobiles et APU, donc qui sont Apollo Lake et Gemini Lake avec 2 et 4 cœurs. Voilà. Donc grosso modo, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver, on s'y attendait fortement. C'est-à-dire que Coffee Lake va continuer à taffer pendant l'année 2018. Avec la sortie de Coffee Lake pour le semi-pro fin 2018, et certainement une fois que Coffee Lake aura fini genre fin 2018 à un peu faire parler de lui, Intel va partir sur une nouvelle architecture potentiellement fin 2018, début 2019. Voilà. On n'a pas d'autres nouvelles à part ça. Il y a également
Les nouveaux chipsets qui vont se lancer avec les processeurs Coffee Lake 2 cœurs en début d'année. Donc on va avoir les chipsets B360 et Z390. Donc on va avoir tous les nouveaux chipsets, parce que pour l'instant sur Coffee Lake on a seulement les chipsets Z370. On n'a pas tous les chipsets H et B, donc B360 et ça va être certainement H160 ou H300, H350, H370, je sais pas également ce qu'ils vont donner. Peut-être H310 certainement. H310, H350, B360 et Z370. Ouais, ah non, c'est ça, on les a ici. On les a ici, j'avais pas vu ça. Les nouveaux chipsets B360, H370 et H310. Voilà, qui vont sortir potentiellement en mars-avril 2018. Donc des cartes mères qui seront plus entrée de gamme pour les processeurs Coffee Lake. Parce que pour l'instant, le Z370, c'est surtout des cartes mères haut de gamme. C'est-à-dire que quand tu veux une carte mère pour Coffee Lake, ben, tu es obligé de prendre du Z370, même si ton processeur ne s'overclock pas. Et tu vas payer ta carte mère minimum 120 €. Voilà, ce qui est un petit peu problématique à l'heure actuelle. Mais bon, ils veulent que le plus de gens possible achètent Coffee Lake dès le début avec ces cartes mères plus haut de gamme, plutôt que d'attendre les autres cartes mères et les autres chipsets qui seront un peu plus entrée milieu de gamme, qui vont sortir plus tard. Comme ça, eux, ils font plus d'argent. Intel. Voilà. Mais grosso modo, les chipsets B360, puis H310, etc. vont certainement commencer à des prix plus raisonnables dans les 50, 60, 70, 80 €. Et il y aura aussi des nouveaux formats de cartes mères, parce que pour l'instant, toutes les cartes mères Coffee Lake, c'est du ATX. Donc si tu veux faire un PC mini ATX ou micro ATX, tu peux pas. Mais je pense qu'avec ces nouveaux chipsets, on va un petit peu voir un petit peu plus de variété dans les formats de cartes mères pour Coffee Lake. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ensuite, on a encore Intel qui essaie de nous la mettre bien profond. Il y avait eu un énorme débat sur si Coffee Lake allait être compatible avec les cartes mères Z270, donc avec les anciens chipsets Z170, Z270, etc. Et Intel avait dit que non, ça ne serait pas compatible. Là, on a vu des articles qui avaient montré pourquoi ça ne serait pas compatible, parce qu'au niveau du socket, les pins des sockets, même s'ils étaient quasiment pareils, bah, ils n'étaient pas agencés de la même façon, ils ne servaient pas tous aux mêmes fonctions. Après, on avait un autre mec chez quelqu'un, un article qui a été paru un petit peu plus tard, qui disait oui, mais en fait, Intel aurait pu juste faire en gros une carte de compatibilité pour changer l'attribution des pins puis leur fonctionnalité sur le nouveau socket pour que ça marche avec les nouveaux processeurs. Et Intel a dit oui, mais non, c'est trop compliqué, ça nous donne du travail en plus, blablabla, on n'a pas envie de faire ça. Et en fait, potentiellement, les Pros Coffee Lake auraient pu être compatibles sur les anciens chipsets de Intel, mais grosso modo, Intel n'avait pas envie de se faire chier. Voilà. Mais là, c'est encore plus intéressant parce que c'était que des spéculations. Mais là, il y a des gens qui ont fait des tests et qui ont réussi à faire marcher non seulement un i3 Coffee Lake sur les anciens chipsets de chez Intel, donc sur une carte mère en Z170, mais ils ont aussi réussi à faire marcher un ancien processeur de chez Intel, donc un Kaby Lake ou même un Skylake, sur une carte mère en Z370 pour Coffee Lake. Donc grosso modo, ils ont réussi à faire marcher un des plus récents processeurs sur un ancien chipset et un des anciens processeurs sur le chipset le plus récent. Donc en gros, on a un i3, c'est l'i3, je pense que c'est le c'est le 8350K qui fonctionne sur une carte mère MSI Z170 AX Power. Voilà. Et dans l'autre sens, donc je sais pas si vous pouvez voir un petit peu ici, vous pouvez peut-être voir un petit peu mal, X350X sur donc socket normal 1151 et sur une carte mère Z170. Voilà. Comme quoi c'est largement possible. Et de l'autre côté, on a des Intel de 6e et 7e génération qui fonctionnent sur plusieurs cartes mères Z370. Voilà, donc comme quoi, au final, Intel s'est bien foutu de notre gueule, et dans les deux sens, ça pouvait marcher. Bon, bien évidemment, il y a quelques trucs qui ne marchent pas, ça supporte pas forcément toutes les fonctionnalités des pros, etc. Et il faut faire des modifications, les cartes mères runaient sur des BIOS custom ou personnalisés qui ont été faits spécialement pour ça.
Donc voilà. Comme il le disait ici, ça marche seulement sur un BIOS très particulier, donc sur une mise à jour de BIOS très particulière qui permet le support des 6e et 7e générations sur le chipset Z370 et Coffee Lake, et le support de Coffee Lake sur une petite variété de cartes mères haut de gamme en Z170 et Z270. Mais le problème c'est que Intel a une restriction en place, donc Intel interdit de faire ça, du coup ils peuvent pas forcément les constructeurs de compagnie peuvent pas distribuer ça aux gens parce que Intel sinon pourrait les poursuivre en justice parce qu'ils ont interdit cette pratique. Voilà. Voilà. Mais comme vous le voyez, il y a des constructeurs qui ont réussi à le faire et qui ont montré que ça marchait. C'est juste que Intel fait non, tu veux du Coffee Lake, t'achètes les nouvelles cartes mères. Voilà, c'est tout. Tu débourses. Vous pouvez boycotter Intel, hein, bien évidemment, mais bon, c'est des pratiques que tout le monde fait. Enfin, grosso modo, tout grand groupe, que ce soit dans n'importe quel domaine, a recours à des pratiques comme ça. Vous en rendez peut-être pas compte, peut-être parce qu'on en parle moins, mais que ce soit au niveau des produits automobiles, au niveau de l'aviation, au niveau des transports, au niveau de la nourriture, je pense que c'est partout pareil. Voilà. Voilà. AMD Global qui dit je vais dominer le marché. Écoute, plus le temps avance, plus tu as de chances de récupérer des parts de marché Intel. On va continuer du coup sur une autre news un peu plus croustillante et un peu plus enjouée, qui est l'annonce par Nvidia de la Titan V. Et en gros, grosso modo, la révélation par Nvidia de la première carte graphique qui tourne avec la nouvelle architecture Volta, qui va potentiellement sortir au grand public pour 2018. Et donc là, ils ont présenté une carte aux couleurs plutôt dorées, assez jolie, c'est un style, hein, qui tourne avec cette nouvelle architecture Volta, avec de la mémoire HBM2, et qui grosso modo outperforme, met la misère en termes de performance à toutes les cartes graphiques actuelles, mais qui met la misère aussi en termes de prix à tous les portefeuilles actuels. Hein. Grosso modo, c'est ça qu'il faut résumer, parce que la carte coûte quand même 3000 $. C'est pas une carte qui est faite. Pour moi, c'est pas une carte qui est faite pour monsieur tout le monde. Quelqu'un qui veut jouer aux jeux vidéo, ou même qui veut faire des trucs un peu genre de la 3D, etc. Tant que t'es pas un vrai professionnel ou un vrai semi-professionnel là-dedans, cette carte ne te sert absolument à rien vu le prix qu'elle coûte. Et en plus, après, si t'es vraiment pro, genre une boîte qui fait que du calcul 3D, du rendu, etc., du deep learning, etc., il y a encore d'autres cartes qui ont été annoncées par Nvidia, qui sont les cartes Tesla V100, qui sont aussi sur l'architecture Volta, mais qui sont vraiment le haut de gamme et qui coûtent, je pense, 10 ou 20 000 $. Mais là, en attendant, cette Titan V, c'est vraiment plus, pour moi, c'est plus une vitrine de l'architecture Volta et de ce que Nvidia peut faire. On a 12 Go de mémoire HBM2. On a combien de Q d'accord? On a 5120 Q d'accord, alors que je pense que la 1080 Ti actuelle a environ 4500 Q d'accord. Donc on en a presque 10% de plus. Et c'est gravé en 12 nanomètres, alors que les cartes actuelles Pascal sont gravées en 14 nanomètres, il me semble. Donc, comme ils le disent bien évidemment, il y a eu une conférence sur ça. La Titan V est extrêmement bonne pour du calcul scientifique, de la simulation de fluide par exemple, du CFD, Computational Fluid Dynamics, des choses comme ça, du machine learning. Il y a environ 110 teraflops de puissance brute. 110 teraflops. Je vous rappelle, pour ordre de comparaison, que la Xbox One X, qui est sortie très récemment, au niveau graphique, a une puissance totale de 6,5 teraflops, grosso modo. Que la 1080 Ti, je pense, a une puissance totale de 11 ou 15 teraflops. Quelque chose comme ça. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu les caractéristiques. On est sur Nvidia Titan V, architecture Volta. Forcément, le nom de code du chipset et du GPU, c'est GV100. Donc, c'est même pas GP102. Normalement, les Titans, c'est sur le chipset GP, enfin c'est sur le chipset 102.
et la carte Tesla est sur le chipset 100. Et ensuite, genre par exemple une 1080 Ti c'est sur le même chipset 102 que les Titans, une 1070 c'est le chipset 104, une 1060 c'est aussi du 104 je pense, etc. etc. Une 1050 c'est du 106, donc c'est GP 106, GP 104, GP 102 et GP 100. Bah c'est pareil, chez Volta va y avoir GV pour graphique Volta 106, 104, 102, puis le 100. Et le 100 généralement est réservé aux cartes labellées Tesla qui sont les cartes vraiment hyper professionnelles. Mais là, la Titan V est sur le même chipset que les cartes Volta. C'est pour ça aussi qu'elle est aussi chère. Donc gravée en 12 nanomètres, Pascal était gravé en 16 nanomètres. Donc là on a un bond de 4 nanomètres quand même. Ils sont même pas passés par le 14 nanomètres, ils sont directement allés à 12 nanomètres. La Titan XP de chez Pascal. Oh, la Titan X Pascal à 3840 Q d'accord. Je pensais qu'elle en avait plus que ça. Et vous voyez que là on passe à 5120. C'est énorme. C'est énorme. Et là, regardez, entre la Titan X Maxwell et la Titan X Pascal première du nom, on rajoute 500 Q d'accord. Entre la deuxième Titan X Pascal et la première, on en rajoute 300. Là, entre la Titan V Volta et la dernière Titan X Pascal, on en rajoute plus de 1000. Je vous laisse imaginer le gain en performance que ça peut amener. Au niveau de la fréquence, bon, on est plus bas que les anciennes Titan X, on est sur du 1200 MHz de base et puis 1455 en fréquence boost. En calcul de nombre à virgule flottant en 32 bits, on passe de 12 teraflops secondes à 15 teraflops secondes. Encore une fois, c'est un très gros bond. On passe sur de la mémoire HBM2, 12 Go. Donc du coup, on a un bus mémoire qui est beaucoup plus large parce qu'on est sur du 3072. Ça, c'est parce qu'on passe de la GDDR5 à l'HBM2. Donc le bus mémoire est bien plus large, mais la fréquence de la mémoire est bien plus basse. Donc au final, on a une amélioration très légère de la bande passante. Enfin, très légère. On a quand même une bonne amélioration de la bande passante, mais c'est pas non plus du simple au centuple. On passe de 540 GB par seconde à 652. Voilà. Et voilà, des petites photos là quand même. Elle est quand même assez jolie quoi. Elle est quand même assez jolie. Mais c'est une carte qui est vraiment faite pour les semi-pros et les pros. Moi c'est ce que je dis, c'est tout ce que je dis, c'est tout. Et ensuite, bon, ils ont sorti également la Tesla V100, qui est un monstre de performance, c'est impressionnant. J'ai pas les caractéristiques ici, je vais essayer d'aller les chercher vite fait. Tesla V100, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des performances, enfin pas des performances, mais surtout des caractéristiques. Alors, hop, est-ce qu'il y a les caractéristiques? On a certaines caractéristiques ici. Double précision, 7,8 teraflops. Simple précision en FP32 du coup, 15 teraflops. En deep learning, puissance brute de 125 teraflops en NVLink. Vous n'avez pas la version, si c'est sur du PCI Express, c'est 112 teraflops. Une bande passante de 900 Gb par seconde avec 16 Go d'HBM2. Et la carte coûte certainement un énorme bras, genre sûrement ton œil plus ton foie. Mais c'est un monstre de puissance. Donc on va essayer de voir cet article s'il n'y a pas plus de précision. Alors, la Tesla V100 va faire sa première apparition à travers un serveur construit par Nvidia. Un PC, en gros, Nvidia peut vendre des serveurs de calcul. Et en gros, à l'intérieur de ce serveur fourni par Nvidia pour le calcul scientifique, etc., il y aura 8 Tesla V100 et le serveur va coûter environ 150 000 $. Donc ce qui veut dire que la Tesla V100 coûte environ 12 à 15 000 $, grosso modo. Peut-être un peu moins parce que le serveur vient avec d'autres choses, donc ça doit être environ 10 000 $. 10 000 $ la carte Tesla V100. Donc c'est pour vous dire à peu près le prix d'une carte comme ça, quoi. Voilà. Bref, en attendant, on va repartir sur la Titan V qui est quand même un petit peu plus proche de ce qu'on peut imaginer voir ou avoir pour les prochaines générations. D'un point de vue benchmark, eh bien c'est simple, ça atomise à peu près tout, quoi. C'est voilà, en même temps, nouvelle architecture, la plus puissante qui soit,
ils mettent le paquet sur la carte, donc c'est sûr que dès que tu fais des benchmarks avec, bah ça éclate un petit peu près tout ce qui existe, hein, que ce soit sur Firestrike ou sur n'importe quoi d'autre, ça défonce tout. Ça défonce tout. Donc, Uni-Engine superposition, on est des scores de 8222. Je sais pas si... ça c'était en 4K, en 8K. En 4K, en 1080p, on est sur 9431. Je sais pas si j'ai des petits comparatifs par rapport à d'autres choses, mais je peux juste vous dire, ça explose à peu près toutes les cartes. Voilà, c'est simple. Ça explose à peu près toutes les cartes qui existent à l'heure actuelle. Voilà, pour faire simple. Le seul gros point négatif sur cette carte, c'est qu'il ne sera pas possible de la mettre en SLI ou même de faire du multi-GPU pour le calcul avec. C'est-à-dire que faire du SLI, oui, mais le SLI sert surtout juste aux jeux vidéo, donc ça m'étonne pas qu'il désactive cette fonctionnalité sur une carte de ce type-là parce que c'est pas fait pour du jeu vidéo. Mais par contre, le fait que tu puisses faire du multi-GPU avec, ça devrait pouvoir être possible. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a les connecteurs NVLink qui servent à ça, seraient juste pas exploitables. Ce qui fait que tu pourrais pas, je pense qu'apparemment, tu pourrais pas mettre deux cartes graphiques en parallèle qui feraient du travail en parallèle. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette Titan V, c'est juste une grosse vitrine technologique et rien de plus. En attendant, on va repartir sur du Bitcoin. Mais on va pas parler du Bitcoin en lui-même, on va parler plutôt d'une place d'échange et de transaction qui s'appelle NiceHash, donc sur lequel en gros tu peux aller miner, etc. Bref, un truc un petit peu comme ça, qui récemment s'est fait, donc c'était dans la semaine, qui s'est fait voler plusieurs portefeuilles de Bitcoin, dont la somme s'élève à environ, alors c'était combien déjà ? C'était combien? Alors, faut que je retrouve ça. Bah écoutez, je vais changer de news. NiceHash. C'est simple. Voilà. 73 millions de dollars qui ont été volés à NiceHash en Bitcoin. Donc des hackers qui ont réussi à récupérer des numéros de portefeuille sur lesquels il y avait des Bitcoins sur le site de NiceHash. Et qui ensuite ont pu récupérer. J'essaie de trouver un bon... Voilà, celui-là. Donc le hacker a vidé l'unique portefeuille de Bitcoin de l'organisation. Donc c'est l'organisation NiceHash qui avait un portefeuille de Bitcoin. Et du coup, en fait, le hacker a juste vidé ce portefeuille-là. Il a mis la main sur 4736 Bitcoins, ce qui fait environ 73 millions de dollars. Donc certainement un petit peu plus maintenant parce que l'article a été écrit le 7 décembre. On est le 10 décembre, le Bitcoin en 3 jours est passé de 12 000 dollars à 17 000. Donc à l'heure actuelle, ça doit faire certainement plus de 100 millions de dollars. Et NiceHash a du coup d'ailleurs, ça a été offline pendant un petit moment avant de revenir. Mais ils expliquent pas non plus, ils n'ont pas expliqué comment le portefeuille a été vidé, ni comment le hack s'est fait, où était la faille de sécurité. Et depuis lundi, grosso modo, ils ont des problèmes au niveau, de leur serveur, avec un délai au niveau des paiements, etc., etc. Et il se peut que ça fasse très mal aux plateformes de Bitcoin et que NiceHash ne se relève pas forcément de ce hack et de ce vol, parce que c'est quand même un truc qui est conséquent. Et il y avait déjà une plateforme comme ça qui avait été victime, même plusieurs plateformes qui avaient été victimes de vol de Bitcoin et qui s'en étaient pas forcément remis. Notamment une en 2015 ou 2016 qui avait complètement coulé suite à l'attaque de hackers qui avaient volé leur portefeuille de Bitcoin. Voilà. Voilà. Bref. On va continuer avec Shadow of the Colosseus. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu, j'espère que vous connaissez ce jeu, qui est une petite pépite qui était sortie sur PlayStation 2, et qui a été annoncé, dont le remake a été annoncé lors, je pense, de l'E3 2017, lors de la conférence Sony et PlayStation, et il a été annoncé pour PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro, et ça va tourner généralement en 1080p 60 fps, et sur la 4K ça va tourner en 4K dynamique, pour ceux qui ont la
PS4 Pro, la PS4 Pro, avec le support également de l'HDR. Et on a eu des premières images, on a eu des premiers trailers de jeux, etc. On va pas regarder les trailers de jeux ou très très vite fait. Regardez, je vais vous montrer un petit peu très très vite fait ce que donnent les trailers de jeux. Donc ça, c'est capturé sur la PS4 Pro. Donc, bon, c'est des gens qui parlent, etc. Ça, c'est des images de PS4 Pro. Donc, comme vous le voyez, c'est très 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 beau. Il y a du gameplay qui est juste ici. 14 minutes de gameplay qui ont été dévoilées lors de... il n'y a pas très longtemps. Comme vous pouvez le voir, c'est des vidéos que vous pouvez aller regarder. Vous les retrouverez bien évidemment n'importe où sur Internet, etc. On va pas les regarder parce que 14 minutes, c'est quand même assez long. Mais comme vous pouvez le voir, ça change pas mal de choses. Les décors ont été tous refaits, les textures sont bien plus travaillées, etc. Nous, ce qu'on va regarder essentiellement, c'est la vidéo de comparaison de graphisme entre la PlayStation 2, la PlayStation 3 et la PlayStation 4 Pro. Donc, je vais essayer de vous mettre ça en plein écran. Est-ce que ça va marcher? Pas sûr. Ça n'a pas l'air de vouloir, donc on va peut-être regarder ça comme ça. Je vais couper le son parce que sinon on va se faire strike 20 000 fois par tous les trucs du monde. Et regardez ça. PlayStation 2, PlayStation 3. Puis là, PlayStation 4 Pro, c'est le jour et la nuit. Le jeu, je le trouve splendide sur PlayStation 4 Pro. Clairement, c'est hallucinant. Quand vous voyez l'évolution par rapport à la PlayStation 2 des graphismes, c'est très 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 beau, très très impressionnant. Et c'est un jeu, je pense que je vous recommande 100 fois, 200 fois, 300 fois d'acheter sur PlayStation 4 si vous l'avez, ou sur PlayStation 4 Pro, ou même sur PlayStation 3 pour y jouer, parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre sur PlayStation 2. C'était vraiment un très très grand chef-d'œuvre. Et comme vous voyez là, ça ne peut être que mieux. Ces graphismes améliorés, je peux vous dire que combattre des colosses, ça va être épique as fuck. Surtout qu'ils ont gardé vraiment l'essence du jeu, ils ont pas fait d'autres choses, la quête est la même, etc. Mais voilà. Et on voit quand même la grosse évolution graphique entre la PlayStation 3 et la PlayStation 4 Pro, c'est quand même aussi très très impressionnant quoi. Donc voilà. Ce jeu qui va sortir, je pense que c'est courant 2018, je sais pas exactement la date, mais ça va sortir en 2018. Et encore une fois, vous pourrez retrouver les vidéos dans la description sur l'article qui en parle. Et ouais, c'est beau. Moi je suis subjugué. Quand est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a une date? Donnez-moi une date. Le 2 juin 2018, si je sais lire. Voilà. Et la dernière news concerne certaines spécifications qui ont été dévoilées sur les prochaines mémoires HBM3 et sur la DDR5. Donc, l'HBM3 va avoir une meilleure bande passante. On est censé doubler la bande passante par rapport à l'HBM2. Ça va être gravé, les deux types de mémoire HBM3 et DDR5 vont être gravés en 7 nanomètres. Donc là, on s'approche très 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 fortement de la limite de la loi de Moore et de la limite de finesse de gravure, parce qu'après, on va rencontrer des problèmes physiques à graver plus bas que ça. Normalement, le 7 nanomètres, ça va être très très dur de descendre plus bas, parce que au-delà de ça, il va y avoir des problèmes d'un point de vue physique et électrique qui vont se passer entre les transistors. Donc je vous invite à potentiellement vous renseigner là-dessus, hein, physique quantique, etc. Donc ordinateur quantique, en dessous de 7 nanomètres, on va peut-être pouvoir aller à 5 nanomètres, mais ça va être extrêmement compliqué d'un point de vue, c'est même pas technique, c'est juste physique. Genre, les lois de la nature feront qu'on ne pourra pas aller plus bas que ça, et qu'il faudra qu'on change la façon dont les ordinateurs fonctionnent passer 7 nanomètres. Parce que clairement, il y aura trop d'interférences et il va falloir passer sur des ordinateurs qui fonctionnent sur de la physique quantique et plus de la physique classique. Voilà, bref, c'est assez compliqué, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais sachez que l'HBM3 et la DDR5 seront certainement gravés en 7 nanomètres. Qu'on va doubler la bande passante pour l'HBM3 et que l'architecture va certainement être plus compliquée. Et au niveau de la DDR5, par rapport à la DDR3, on va essentiellement aussi passer de 3200 MB par seconde à environ 4800 jusqu'à 6400, donc potentiellement également doubler la bande passante pour la DDR5 par rapport à la DDR4 actuelle. On n'a pas trop d'autres informations, si ce n'est que ça devrait arriver en 2020. En gros, faut pas attendre ça avant 2019 déjà, et après, ça va certainement être 2020-2021. Voilà.
Et c'est à peu près tout pour ce Tech Talk. Voilà, on a fait le tour. Ceux qui regardent en VOD, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, ben moi je vous dis à ciao, bonsoir. Voilà.